tout à l'heure, Amélie, en préambule, dans le bureau là-bas, que j'avais passé un mois avec vous, que j'avais fait du rattrapage d'Amélie. J'avais lu quelques-uns de vos ouvrages et je suis allée chez mon libraire d'occasion en disant « Donnez-moi tout ce qu'il y a d'Amélie Nothomb ». Donc j'en ai lu une dizaine, une quinzaine. Et en fait, c'est assez fou parce qu'en lisant en tout dernier, tant mieux, j'ai eu l'impression, je dis ça de manière peut-être immodeste, de vous connaître un peu. Et il y a une chose qui m'intéressait, c'est comme ça que j'avais envie de commencer avec vous. Je me dis, bon, c'est une femme de lettres, mais quand même, je vais parler chiffres avec elle. Alors évidemment, les gens qui sont là sont tous des fans, on a vu leur réaction à juste titre. Plus de 25 millions de livres vendus, ça c'est le 34e, à peine sorti le 13 août, vous étiez déjà numéro 1. Et puis une date, quand même, une date qui est le 11 février 2024. Oui. Eh bien, il m'est arrivé ce qui arrive à tout le monde. Le 11 février 2024, ma mère est morte. C'est le lot commun. Et ça, je savais que ça arriverait un jour, mais ça m'a ravagée, mais à un point que je ne pouvais même pas imaginer. J'avais perdu mon père 4 ans auparavant. C'était déjà pas fameux de perdre son père. Mais j'ai découvert que perdre sa mère, c'était pire. À telle enseigne que quand mon père est mort, dans ma souffrance, je l'ai dit au monde entier, alors que quand ma mère est morte, je ne pouvais même pas dire que ma mère était morte. Je n'ai pas pu annoncer la mort de ma mère. Quand les gens me demandaient des nouvelles de ma mère, je mentais. Je disais « Oh, elle va très bien ». J'avais honte, mais je ne pouvais pas dire qu'elle était morte. J'avais l'impression que j'allais m'effondrer si je disais qu'elle était morte. 6 mois après la mort de ma mère, je me suis dit « Mais tu te rends compte que tu es en train de mentir à tous tes amis, de mentir à tout le monde, c'est pas possible, il faut trouver une solution ». Bon, quand j'ai affaire à un problème psychologique qui me dépasse, je ne connais qu'une seule solution, j'écris un livre. Je me suis dit, voilà, tu vas écrire le livre de ta mère et grâce à ça, tu pourras dire que ta mère est morte. Et c'est ainsi que j'ai écrit Tant mieux. Tant mieux qui, vraiment par définition, est le livre de ma mère, puisque les gens qui connaissaient bien ma mère l'appelaient Madame Tant mieux. C'était une femme d'un optimisme tellement déconcertant que les gens l'appelaient Madame Tant mieux. D'un optimisme et d'un humour que vous avez hérité. Je ne veux pas tout raconter parce qu'il y a vraiment des scènes savoureuses, il y a du tragique et puis il y a du comique. En fait, c'est comme ça dans toutes les tragédies, il faut qu'il y ait ce balancement. Mais vous racontez, je ne sais pas si vous avez envie de la raconter, puisque la dernière partie, Amélie, est très, très autobiographique dans le dernier chapitre. Votre père est en poste, puisqu'il est ambassadeur, il est en poste à Rome. Est-ce que vous avez envie de raconter ça ou est-ce que vous voulez qu'on laisse le suspense? J'adore cette histoire. Moi aussi, j'adore cette histoire parce que cette histoire donne bien l'idée du genre de femme qu'était ma mère. Ma mère était donc femme d'ambassadeur, ambassadrice. C'est une responsabilité et je pense que c'était une très bonne ambassadrice, c'est-à-dire qu'elle recevait dans sa maison 1000 personnes par mois. Elle les recevait admirablement, avec diplomatie, charmante. Mais elle avait ses limites. Bon, le dernier poste de mon père, c'est Rome. C'était sous le règne de Berlusconi. Tout ambassadeur qui arrive dans un pays, un nouveau pays, il n'a pas le choix, il doit recevoir le chef d'État du pays où il est posté. À l'époque, c'était Berlusconi, donc mon père devait recevoir Berlusconi à dîner. Donc il annonce à ma mère, je suis désolée, mais je te demande de faire un repas pour Berlusconi parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ma mère lui dit, aucun problème, t'inquiète pas. Et puis ma mère, pendant 1 mois précédant la date du dîner Berlusconi, se met à conserver à la cave tous les restes les plus dégoûtants de ce qu'on avait pu manger à l'ambassade le mois précédent. Et elle thésaurise des restes de plus en plus infects, parce qu'à la cave, les restes se couvrent de moisissures, de poils, enfin, deviennent absolument révoltants. Et le fameux soir de Berlusconi, sans avertir mon père, bien sûr, arrive le moment où on passe à table, et ma mère fait servir des choses ignobles, révoltantes au regard, sentant très mauvais, vraiment des plats plus répugnants, plus révoltants les uns que les autres. Mon père, terrifié, voit arriver des choses immangeables couvertes de poils. Et ma mère lui fait un grand clin d'œil. Et c'est là qu'on est obligé de dire que Berlusconi a été incroyable parce qu'il a tout accueilli avec des cris de bonheur en disant « Ah, magnifico, la cuisine belge, c'est tellement bon !»
Et il a tout mangé. Bon, il n'est pas mort. On n'a pas su s'il avait été malade, mais voilà, ma mère était le genre de femme qui faisait des choses pareilles. Alors, votre mère était d'une grande beauté. D'ailleurs, dans toute votre œuvre, il y a ce questionnement sur la beauté. Vous avez souvent des personnages qui sont des petites filles et qui sont envieuses de la beauté de leur amie, ou admiratives en tout cas. Je vais revenir à cette histoire de la jeunesse de Tant mieux. Quand vous apprenez sa mort, tout le monde sait, puisque les gens qui sont là vous connaissent et savent que vous écrivez 4 heures tous les matins. Vous ne dérogez jamais à cette règle-là. Et vous apprenez ça dans la 3e heure. Voilà, je vis avec quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux sociaux et qui ce matin-là s'était réveillé à 7 heures du matin. Donc moi, c'est incompressible. De 4 heures à 8 heures du matin, j'écris. Je veux dire, même si c'est la fin du monde, j'écris, il y a un coup d'état, j'écris, j'ai 39 de fièvre, j'écris, c'est comme ça. Et donc, quelqu'un à 7 heures du matin qui va sur son ordinateur s'écrie « Oh, Amélie, ta mère est morte !» Et moi, je suis dans ma 3e heure d'écriture et je sais qu'il n'est pas question de ne pas aller jusqu'au bout. Par ailleurs, je viens d'apprendre que ma mère est morte, chose que je redoutais d'apprendre depuis ma naissance. Là, la loi est la loi. Tu écris, tu as encore 1 heure d'écriture à faire, tu écris, tant pis, ta mère sera morte dans 1 heure. Et j'ai vécu sans doute ce qui a été l'heure d'écriture la plus difficile de toute ma vie. Je ne savais même pas comment faire, parce que là, partout, c'était du feu de souffrance. J'étais écrasée de souffrance. Donc je me suis demandé comment faire. J'ai relié directement mon cerveau à ma main. Je me suis dit, maintenant, ça ne va plus passer par le cœur et par le ventre. Relions le cerveau à la main. Et pendant 1 heure encore, j'ai écrit de cette manière-là. Et quand il a été 8 heures, je me suis dit, là, tu peux arrêter d'écrire et là, tu peux t'adonner à cette souffrance inhumaine que toute personne est amenée à vivre un moment dans sa vie. Ça a été 1 heure, mais incroyable. Et par la suite, je me suis demandé si ce n'était pas justement la seule heure de ma vie où j'avais vraiment ressemblé à ma mère. Le but de ma vie, quand j'étais petite, c'était de ressembler à ma mère. Je ne ressemble pas du tout à ma mère. Je suis le portrait craché de mon père. Toute personne qui a vu mon père et ma mère dit « Oh, mais celle-là, c'est son père, c'est pas croyable !» Moi, je voulais ressembler à ma mère parce que ma mère, c'était une belle dame, elle était magnifique, c'était une apparition de beauté, elle était classe, elle dominait bien ses sentiments. Même quand elle recevait Berlusconi, elle était parfaite. Hein. Je veux dire, elle avait élaboré un plan, mais elle pouvait parfaitement maîtriser ses émotions, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je pense que la seule heure de ma vie où finalement j'ai vraiment ressemblé à ma mère, c'était pendant cette terrible heure du 11 février 2024, entre 7h et 8h du matin. J'ai ressemblé à ma mère. Et vous dites une chose qui va revenir d'ailleurs, qui est un petit peu le fil conducteur de votre histoire, c'est qu'à ce moment-là, votre tête s'est séparée de votre corps. Oui. Et il y a toute cette histoire, au fond, on peut voir ce livre comme une histoire d'amour à votre mère, hein, c'est tout pour ma mère, etc. Et puis aussi une histoire sur la dissociation. Oui. À travers ce que vous racontez de l'enfance de votre mère. Donc je raconte l'enfance de ma mère à travers son propre témoignage. Ma mère parlait facilement, elle m'a beaucoup raconté son enfance. Elle l'a raconté, mais sans aucune victimisation. Or, si vous avez lu le livre, vous savez que ce que ma mère a vécu comme enfance, mais c'était monstrueux. Sa mère était un monstre, sa grand-mère était un monstre. Enfin, c'est pas des figures de style. Par exemple, sa mère était serial killer de chats. Il est impossible de savoir le nombre de chats bruxellois qui ont disparu entre 1942 et 1985, oxy avec cruauté par ma grand-mère maternelle. Ma mère, à l'âge de 8 ans, a surpris sa propre mère en train de tuer des chats avec cruauté. Et comment un tiroir, hein. Elle lui coinçait la tête dans un tiroir. Avec la méthode du tiroir. Donc elle mettait le chat dans un tiroir, laissant sortir la tête, et puis elle fermait le tiroir. C'est monstrueux. Oui. Ma mère a vu ça, et elle a vu ça un très grand nombre de fois. Je veux dire, tous les enfants aiment les chats. Les petits chats, c'est trop mignon. À 8 ans, vous voyez votre mère tuer avec cruauté un chat, vous êtes traumatisé. Aujourd'hui, une enfant qui vit une chose pareille, elle est placée à la DAS tout de suite, elle est retirée à ses parents. Ma mère, il ne s'est juste rien passé du tout. Mais il lui est arrivé ce qu'arrive à un enfant qui voit une monstruosité. Elle est
Elle ne le savait pas, hein. C'est moi qui l'ai déduit de ce qu'elle me racontait. Elle a été victime d'une dissociation. Qu'est-ce que la dissociation? C'est un processus psychologique auquel recourt un enfant soumis à un choc psychologique trop fort. Il se sépare en deux. Il crée un double de lui-même où il va mettre toute l'ordure, tous les déchets, tout ce qui est insoutenable. Et lui, il va rester le petit enfant qui est tout content, qui n'a rien remarqué, mais comme ça, il a un double de lui-même où il peut mettre les déchets. Où il peut survivre, en fait. C'est comme ça, c'est la condition de sa survie. Je voulais dire un passage justement à propos de ça. Vous dites, bon, la petite, c'est Adrienne, hein, c'est le personnage principal. C'est ma mère, oui. Elle avait la bouche qui lui démangeait de dire à son père de ne plus taper sur sa mère, parce qu'en plus, on se bastonnait à la maison. Parce qu'en plus, son père battait sa mère, donc le processus complet, hein, vraiment. Alors vous dites, depuis qu'à son insu, une part d'elle vivait à l'écart, elle ne se sentait plus capable de telles déclarations. En vérité, c'était elle qui avait divorcé d'elle-même. Et là, on revient un petit peu à ce qui vous est arrivé à l'annonce de votre mère. Vous avez eu une espèce de coupure comme ça, de dissociation. J'ai aussi vécu une dissociation. La grande différence, c'est que moi, je le savais. Je savais que là, j'étais coupée en deux et que c'était une condition de survie. Ma mère l'a vécu de façon enfantine, c'est-à-dire qu'elle ne le savait pas. Elle était coupée en deux sans le savoir et j'ai toujours connu ma mère comme ça. Ma mère était Dr Jekyll et Mr Hyde. Bon, les 9/10 du temps, elle était le Dr Jekyll, c'est-à-dire qu'elle était charmante, gentille, enthousiaste, aimante, etc. Mais 1/10 du temps, elle était quelqu'un d'autre. Alors ça ne vous a pas empêché de l'aimer. Et à la fin, pas du tout. En parlant d'elle, en parlant de cet amour, vous dites « Mon amour pour ma mère est de l'ordre du ravage. Il n'y a pas de frein, pas de sagesse, pas d'équilibre. Notre différence absolue ne s'est jamais accompagnée d'une distance salvatrice. » Cette distance, vous avez pu la trouver par moment ou pas du tout? Jamais. J'ai vécu avec mes deux parents deux amours complètement différents. Avec mon père, dont j'étais le portrait craché, j'ai vécu un amour idéal, équilibré, conscient, lucide, sans excès, plein de respect, plein de tenue. Vraiment l'amour d'une héroïne de tragédie pour son père. Avec ma mère, c'était un amour sans retenue. Elle était flamboyante, elle était stupéfiante, elle était belle. Elle faisait des trucs de dingue, comme servir des moisissures à Berlusconi, mais plein d'autres choses. Tout ce qu'elle faisait était avenant. Ce qui fait que j'avais pour elle un amour à la fois excessif, mais terrifié. Grâce à ça, j'ai connu très tôt les deux formes d'amour. J'ai connu l'amour classique avec mon père. D'ailleurs, je vous interromps, Amélie. L'amour classique pour votre père, vous le rapprochez de Sophocle. Oui. Et de Pascal. Et avec ma mère, j'ai connu d'emblée l'amour... la Barbey d'Aurevilly. Barbey d'Aurevilly, l'amour qui fait faire des folies. Donc, j'ai connu très tôt les deux formes d'amour. Mais voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que j'ai eu d'excellents parents, très contrastés, et qui m'ont appris très tôt les deux formes d'amour. Alors, j'ai envie de revenir à la partie fiction. C'est, on va dire, les 3/4 fiction très, très autobiographique de votre roman. J'ai remarqué une chose. Je sais que vous aimez les prénoms, vous avez une imagination incroyable pour trouver des prénoms, des noms très drôles dans toute votre œuvre, etc. Et les personnages de femmes, là, commencent tous par A. Donc, on a Adrienne, on a Albertine, on a... Astrid. Astrid, la mère. Oui. Qui d'ailleurs a un amant collabo, il faut le dire au passage, parce que ça s'est beaucoup produit Tonton en Belgique. Oui, c'est une... Comment vous dire? La famille de mon père est composée de gens admirables, de héros, etc. La famille de ma mère, c'est la racaille. Donc, voilà, les femmes ont des amants collabos. Enfin, c'est épouvantable. Donc, je devais changer les prénoms parce que tout ceci était honteux. Et tant qu'à inventer les prénoms, bon, excusez-moi, mais j'aime bien les prénoms qui commencent par A. Allez savoir pourquoi. Et j'ai imaginé toute une lignée de prénoms féminins dont le prénom commençait par A. Ce n'est pas les vrais prénoms de la famille, mais ça m'a beaucoup amusée. Alors, vous avez... je ne voudrais pas dévoiler trop de choses, parce qu'il y a quand même des surprises incroyables. Cette petite fille, parce qu'on va revenir quand même au titre du roman, tant mieux. C'est une sorte de mantra pour savoir arriver, comment survivre avec toutes ces horreurs. Un moment, donc on va dire Adrienne, qui en fait, en réalité, est votre mère.
elle est punie, elle doit manger son vomi, enfin toutes ces horreurs dont le public a déjà entendu parler. Et puis pour survivre, elle passe, bon, c'est l'été 42, hein, c'est beaucoup moins romantique que dans le film et la chanson du même nom. C'est la guerre. C'est la guerre. On est en Belgique. Et puis il y a deux grand-mères. Je suppose que dire bonne maman, c'est la manière de dire grand-mère en Belgique, parce qu'il y a bonne maman monstrueuse à Gand, c'est la mère de votre mère, et puis il y a la bonne maman adorable à Bruges. C'est ça. Et là, elle est isolée, etc. Et avec l'imagination d'un enfant, elle n'a pas de jouet, elle n'a rien. On lui enlève son ours et sa poupée. Et puis, la seule chose qu'elle trouve, c'est une cuillère en bois. C'est ça. Elle va en faire son doudou, sa poupée, son transitionnel, enfin, comme on veut, quoi. Et ça, c'est des choses que ma mère m'a racontées, que son seul jouet, quand elle était seule chez son abominable grand-mère de Gand, l'été 42, son seul jouet était une cuillère en bois, et qu'elle s'est prise d'une folle passion pour sa cuillère en bois, et qu'elle l'avait appelée Maïzena. Oui. Je trouve ça génial. C'est génial. C'est génial. Comme quoi, l'enfance est tellement extraordinaire qu'en l'absence de tout objet transitionnel, en l'absence de... L'enfance invente ce qui lui manque. Et c'est comme ça que ma mère a vécu une folle histoire d'amour avec sa cuillère en bois. Alors, quand elle est chez Bonne Maman Gentille, on lui offre une poupée. Alors, cette poupée, elle est trop jolie. Et on lui dit, comment tu veux qu'elle s'appelle ? Et c'est Perséphone. Et Perséphone, j'ai cherché, moi je ne savais pas qui c'était. C'est quand même la déesse des enfers. Oui, mais là, ma mère est un peu plus âgée, donc elle a un peu plus de culture. Mais je préfère Maïzena, l'objet transitionnel de l'âge, vécu à l'âge de 4 ans. Et tout ceci est vrai. Donc il faut imaginer ma mère, à l'âge de 4 ans, confiée seule à cette épouvantable vieille grand-mère de Gand, qui est sadique, et qui voilà, elle est seule dans une grande maison flamande avec cette horrible vieille femme qui lui fait manger par pur sadisme au petit déjeuner des harengs au vinaigre avec un bol de café au lait. Vous imaginez la petite gamine qui doit manger ça. Évidemment, elle fait la seule chose qu'elle peut faire, elle vomit. Et la grand-mère lui dit, ça ne se passera pas comme ça, on ne gaspille pas de la nourriture dans ma maison, tu mangeras ton vomi. La petite fille de 4 ans mange son vomi, revomit le vomi, et la grand-mère lui dit, tu remangeras ton vomi aussi longtemps que tu ne le garderas pas. Et là, la petite fille de 4 ans se dit, donc voilà, elle comprend, voilà, je suis aux mains d'une personne abominable, personne ne va venir me sauver. La seule personne qui peut me sauver, c'est moi-même. Comment vais-je me tirer d'une telle situation ? Il doit exister une formule magique pour me sortir d'une telle situation. Et elle trouve la formule magique. La formule magique, c'est tant mieux. C'est tant mieux parfaitement absurde. Voilà, elle décide tant mieux parce qu'il faut s'en sortir. Parce que sa vie n'est pas supportable, parce que c'est horrible. Elle décide de tant mieux, c'est-à-dire qu'elle va aimer ce qui lui arrive, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ma mère, à l'âge de 4 ans, ma mère, qui n'était pas du tout un génie, qui était une femme très simple, découvre toute seule la philosophie de Nietzsche, ce qu'on appelle la mort fati. Je vais aimer mon destin, quel qu'il soit. Même si mon destin est horrible, je vais l'aimer parce que c'est la seule solution, parce que je veux continuer à vivre. Ma mère, c'était quelqu'un. Elle avait trouvé ce mantra, en fait. C'est ça. Alors, au fil de ce que j'ai lu de vous ces dernières semaines, je me suis rendu compte d'une chose, moi je le savais déjà, il y a toujours cette ambiance de conte. Je crois que Bettelheim, il aurait été ravi, s'il était encore vivant, de vous inclure dans sa psychanalyse des contes de fées, puisqu'il y a toujours quelque chose de l'ordre du conte. Et dans le conte, les contes, ça fait peur, on le sait très bien. On raconte ça aux enfants la nuit, mais moi je fais encore des cauchemars du chaperon rouge. Hein. Et donc, il y a cette dualité, toujours dans ce que vous racontez. Il y a la petite fille qui est apparemment heureuse et qui est en contact avec un monstre, ou alors c'est le contraire. C'est quelque chose, cette dualité qui traverse toute votre œuvre. Alors, sans doute créée par cette enfance que votre mère vous a racontée, mais peut-être aussi un peu de vous quand même. Oui, j'ai eu une enfance beaucoup plus confortable que celle de ma mère, mais bon, une de mes caractéristiques, c'est que je me rappelle très très bien de ma petite enfance. Et je me souviens que quand j'étais très petite et que ma mère me racontait les contes de Grimm ou de Perrault, et quand ma nounou japonaise que j'aimais à l'égal de ma mère me racontait les contes japonais, qui étaient aussi abominables. Ça faisait peur aussi. C'était aussi abominable que les contes français.
Je me souviens que ça faisait peur, mais je me souviens que j'aimais cette peur. Cette peur était une jouissance. Vous savez, les petits-enfants adorent avoir peur et je pense que ça m'a énormément marqué. Et je pense que j'écris des contes pour adultes, c'est-à-dire des histoires à la fois charmantes, mais juste abominables. Oui, il y a du Jérôme Bosch un petit peu derrière tout ça. Hein. C'est ça. Vous aimez Hitchcock aussi, je crois. Donc... Hitchcock est né le même jour que moi, pas la même année, je suis évidemment beaucoup plus jeune. Mais je pense que ça forme une manière d'appréhender le réel, à la fois avec... Dans Hitchcock, il y a toujours des femmes d'une extrême beauté. Ma mère était d'une beauté absolument irréelle. Et à la fois, il y a des choses abominables qui se passent. Et tout ceci, c'est mon imaginaire. Alors, vous venez de parler de ce que vous lisiez, ce qu'on vous lisait quand vous étiez petite. J'aimerais savoir ce que vous lisez maintenant. Je suis une énorme lectrice. Je lis énormément et de tout. Je relis les classiques en permanence. Là, en partie double, je relis les classiques, en l'occurrence en ce moment Colette. J'ai une passion pour Colette. Partagée. Colette, c'est tellement merveilleux. Je suis fanatique de Colette. Et en même temps, je lis la rentrée littéraire en la personne... une des grandes redécouvertes de cette rentrée, c'est un livre qui est paru en 1974, qui s'appelait Écarlate. C'était écrit par Christine Pawlowska, et un essayiste d'aujourd'hui qui s'appelle Pierre Boisson a écrit une biographie de cette romancière qui a écrit exactement un seul livre quand elle avait 20 ans. Et cette biographie s'appelle Flamme, volcan, tempête. C'est magistral. Ça raconte comment un génie de 20 ans, en l'occurrence une jeune femme du sud de la France, va complètement rater sa vie, presque consciemment, alors qu'elle avait écrit ce premier roman remarqué à Paris qui s'appelait Écarlate, que je recommande à tous. C'est le premier roman d'une jeune fille de 20 ans, c'est éblouissant, c'est une intensité, c'est tellement fort, c'est rimbaldien. Et à Paris, tout le monde l'admire, tout le monde attend son deuxième roman, en se disant un tel génie va forcément faire un deuxième roman éblouissant. Et puis non, parce qu'elle rate sa vie presque exprès. C'est fascinant. Et les classiques que vous relisez, puisque je me dis Sophocle, quand vous parlez de votre père, est-ce qu'il y a une des pièces de Sophocle, enfin je me doute un peu, qui est celle qui vous fait penser à votre père, puisque vous l'évoquez, Sophocle? Alors, bien sûr, il y a tout le cycle d'Édipe, mais je n'ai jamais été amoureuse de mon père. J'ai toujours eu pour mon père la plus grande admiration. Bon, tout le cycle d'Édipe et d'Antigone, la relation entre Édipe et Antigone est magnifique. Mais je pense que dans tout le cycle d'Édipe et d'Antigone, Édipe à Colonne, c'est magnifique. Donc la malédiction, c'est fait. Hein. Il a couché avec sa mère, Édipe a couché avec sa mère, il a tué son beau-père, c'est foutu. Mycène est maudite pour 1000 ans, et Antigone sait que son père est condamné à mort, et Édipe s'est déjà crevé les yeux, puisqu'il sait qu'il a couché avec sa mère et tué son père, donc c'est foutu. Mais on a ce dernier moment où Édipe, plein de grâce et de noblesse, attend la mort. Et il est avec sa fille Antigone, qui est dignement avec son père, et qui est là pour dire « Père, je sais que tu vas mourir, je suis avec toi. Et quoi qu'il arrive, je suis avec toi, et tu as été un très bon roi. Bon, il t'est arrivé cet accident, bon, t'as couché avec ta mère. Voilà. C'est magnifique de civilisation. » Alors je reviens à votre mère, puisque là je parlais de la comparaison avec Sophocle. Votre mère, Barbé d'Aurevilly, est diabolique. Oui. En fait, c'est pas un hasard. Et Satan est un petit peu dans toutes vos pages. Vous avez des croyances religieuses, et s'il n'y avait pas le bon Dieu, il n'y aurait pas le diable. Et le diable, il est vraiment présent partout dans vos romans. Il est très présent. C'était intéressant d'être la fille de mon père et de ma mère, parce que mon père avait une foi chrétienne très forte, il était catholique, il appartenait à la famille la plus catholique de Belgique, alors que ma mère n'avait absolument pas la foi, et trouvait ça absolument incompréhensible et même ridicule. Et pourtant, mon père et ma mère s'aimaient d'un amour, mais éperdu. J'ai rarement vu un couple aussi épris l'un de l'autre que mon père et ma mère. Et ils se respectaient. Ma mère voyait bien que mon père allait à la messe, il faisait des signes de croix. Donc, ma mère, quand mon père faisait ces choses-là, elle respectait ça comme un papou. Vous savez, voilà, un papou qui fait des choses étranges, mais elle ne discutait pas.
Puis ma mère, à part ça, bon, elle m'a inscrite au catéchisme, mais oui, tu feras ta première communion parce que ça se fait, mais si tu veux savoir ce que j'en pense, moi je trouve que c'est que des bêtises et que ça n'a absolument aucun sens et tout. Mais c'était intéressant de voir mon père et ma mère qui fonctionnaient en parfaite intelligence, en étant finalement le contraire l'un de l'autre. Tout ceci laissait bien sûr une place très intéressante au diable, puisque finalement le diable n'était pas exclu de la maison, puisque ma mère n'avait pas beaucoup de respect pour le bon Dieu. Alors, je vous ai trouvée courageuse, même si dans toute votre œuvre, il y a des choses de vous qui transparaissent, évidemment, c'est vous qui l'écrivez, mais là, c'est tellement autobiographique, je me dis, elle a eu le courage, oui, de dire ces choses-là. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il va falloir que vous alliez faire une retraite dans un monastère pour vous nettoyer de tout ça? Comment vous allez faire? Vous allez reprendre votre habitude d'écrire 4 heures par jour ou vous allez faire un break? Comment ça se passe? Je suis incapable de faire un break. Vous savez, si j'ai une caractéristique comme écrivain, c'est qu'à la seconde où j'écris le mot « fin » au bas d'un manuscrit, je commence aussitôt le suivant. Ce qui fait que, tant mieux est le 111e, je suis en train d'écrire le 114e. Donc vous voyez, je suis toujours dans mon cycle d'écriture qui, à mon avis, ne va pas s'interrompre. Je ne pense pas qu'il existe une fin de fécondité pour les écrivains. Donc je suis toujours dans ma fécondité, je continue d'être enceinte 3 fois par an, quoi qu'il arrive. Et vous pensez bien que ce ne sont pas des applaudissements et un accueil tel que le vôtre qui vont me dissuader de continuer. Alors tout à l'heure, en vous attendant avec impatience, je discutais avec une dame qui me dit « Ah, il faudra que vous lui demandiez ceci, cela et tout ». J'ai dit « Mais attendez, vous allez demander vous-même ». Oui. C'était laquelle de ces dames? C'était la dame en rouge là-bas. Donc on va vous passer un micro, je vous prête le mien. Soyez pas timide, je vais me déplacer. Vous êtes d'accord, Amélie, pour répondre à 2-3 questions? Avec grand plaisir. Bonjour Amélie, Bonjour. Je suis ravie je suis arrivée 2 heures avant, je suis une fan depuis plus de 30 ans, enfin depuis le début. J'ai fait des études littéraires, donc j'adore la littérature, j'adore ce que vous faites avec un style très simple. Sujet, verbe, complément, dialogue, des mots magiques, parce que les mots de la langue française sont magiques. Moi, je me posais justement la question de cette rentrée littéraire avec toutes ces histoires de mer. Je crois que vous aviez déjà répondu, c'est un hasard. Mais ne pensez-vous pas que c'est aussi... On parle beaucoup de l'IA. L'IA est en train de nous envahir. Est-ce que c'est quelque chose que ne pourra jamais faire l'IA? L'émotion, parler de ses parents, de ses racines. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez écrit sur votre mère, votre père? Je n'y avais pas pensé, mais vous pourriez bien avoir raison. Parce que c'est vrai que c'est stupéfiant. On n'a jamais vu tant de mères que dans cette rentrée littéraire. Et vous avez tout à fait raison. L'IA ne peut pas encore comprendre ça. Je viens de voir quelqu'un dans l'Assemblée que je n'avais plus vu depuis beaucoup d'années. Chère Élodie, quelle joie de vous voir. Donc oui, je n'y avais pas pensé, mais vous pourriez bien avoir raison. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande si j'ai peur de l'IA. Alors déjà, qu'on me pose cette question à moi est très drôle parce que je suis l'être le moins technologique de tous les temps. Je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais même pas comment on allume un ordinateur, je ne possède pas de téléphone portable, je ne sais pas comment fonctionne un téléphone portable. Ça vous donne une idée du néant technologique que je suis. À plus forte raison, l'IA. Enfin, quand j'entends parler de l'IA, je suis statufiée. Je me suis un petit peu informée et une chose m'a rassurée. C'est que d'après ce que j'ai pu comprendre, l'IA consomme beaucoup d'énergie. Moi, j'en consomme très peu. En gros, vous me donnez un verre de champagne et ça fonctionne. Le jour où on pourra faire fonctionner l'IA avec un verre de champagne, je commencerai à m'inquiéter. Je crois que nous sommes encore très loin de ce jour. Bah, profitez-en, on a encore un tout petit peu de temps pour qu'Amélie réponde à 1 ou 2 de vos questions.
Je voulais savoir, puisque vous ne vous servez pas d'ordinateur, vous écrivez au crayon ou au stylo? J'écris au bic bleu. Ce que j'apporte à mon éditeur, c'est le cahier écrit au bic bleu avec tous les caractères bien remplis, histoire de ne pas gaspiller du papier. Et chez Albin Michel, il y a une dactylo, tous ces des termes qui appartiennent au siècle dernier, qui parvient à déchiffrer mon écriture et qui dactylographie. Et c'est ça que je remets à mon éditeur. J'ai conscience que c'est un très grand privilège et une bizarrerie, mais grâce à ça, il ne m'est jamais arrivé la mésaventure qu'ont vécu tous mes collègues modernes, qui tous, à la faveur d'une panne d'électricité ou d'avoir poussé le mauvais bouton ou quoi, ont tous effacé un roman qu'ils étaient sur le point de terminer. Moi, la pire mésaventure qui me soit arrivée, c'est j'allais prendre le bus, parce que je n'ai pas, évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai pas de voiture. J'allais prendre le bus avec mon manuscrit, et dans mon étourderie, j'ai laissé le manuscrit à l'arrêt du bus. Quand 1 heure plus tard, je me suis rendu compte que j'avais laissé le manuscrit à l'arrêt du bus, j'ai sauté dans un taxi pour retourner à l'arrêt du bus, j'ai retrouvé le manuscrit. Pourquoi ? Parce qu'il a été écrit dans un cahier tellement vilain, parce que j'emploie des cahiers recyclés, vous savez, en vilain papier, j'écris au bic, mon écriture est très vilaine, que les gens, quand ils ont vu ce détritus qui était resté à l'arrêt du bus, personne n'en a voulu, personne n'a imaginé que ça pouvait être le gagne-pain de toute une année. Et comme ça, j'ai retrouvé mon cahier. Voilà. Pascal, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps encore ? Il nous reste encore un peu de temps, madame. Bonjour Amélie. Bonjour. Un peu à l'identique de madame, je suis une fan inconditionnelle, j'ai lu tous vos livres. Je ne suis pas d'une formation littéraire, je suis commerciale. J'aimerais comprendre pourquoi les prénoms, vous en avez parlé, et cette force en vous de retenir toujours le cycle, le cours. Le sang m'avait saisi parce que sur votre papa, c'était la soif. Enfin, tous vos livres m'ont pris aux tripes, comme s'ils racontaient mon histoire. On n'a peut-être pas la même génération, le même vécu, mais les prénoms, c'est quelque chose qui marque mon histoire. J'ai marqué Valentine parce que je Valentine. trouve Valentin, Valentine, comme oui. Voilà, celui que vous connaissez. Oui. Et en fait, est-ce que notre histoire est écrite de toute petite parce qu'on nous a donné un prénom? Ah, c'est une très belle question. La question du prénom. Vous avez raison, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément au prénom. Et je pense que le moment où on donne un prénom à son personnage est un moment clé. Quel que soit le prénom. Vous avez tous remarqué que j'ai aussi des personnages qui ont des noms à coucher dehors, hein, Prétexte attache, Épiphanotos, il y en a beaucoup qui ont vraiment des prénoms, mais invraisemblables. Ces prénoms existent tous, je ne les ai pas inventés. À côté de ça, j'ai aussi des personnages qui ont des prénoms très ordinaires. Je vous jure que les personnages qui ont des prénoms ordinaires ont été nommés avec autant de réflexion que les personnages qui ont des noms à coucher dehors. Je pense qu'un des plus grands moments de notre vie, qu'elle soit intra- ou extra-utérine, c'est le moment où on nous donne un prénom. C'est le moment capital, c'est le moment où votre destin va se sceller. Voilà, je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, mais j'ai toujours été fascinée par les prénoms. Et je pense que les moments, quand je vois des parents donner un prénom avec un peu de légèreté à leur enfant, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous êtes en train de sceller un destin. Aucun prénom n'est innocent. Réfléchissez. Mon histoire de prénom est particulière puisque aussi longtemps que j'étais dans le ventre de ma mère, mes parents, sans l'ombre d'un doute, mais sans l'ombre d'un doute, savaient qui j'étais. J'étais Jean-Baptiste. Ils le savaient. Ils n'avaient rien préparé pour une fille, je m'appelais Jean-Baptiste. Voilà. Une même intuition les unissait dans l'idée que je m'appelais Jean-Baptiste. Et puis je suis née, le gag, je nais par le siège.
comme pour leur signaler tout de suite leur erreur. Flûte, rien n'était prêt. Et voilà, alors mon père dit ouais, Amélie. Et là, mon arrière-grand-père, qui était encore de ce monde, proteste. Non, Amélie, c'est pas possible. Amélie, c'était la jument de. Voilà, c'est pas possible. Du coup, mes parents ont mis n'importe quoi. Le premier prénom venu sur la carte d'identité. Mais ils m'ont toujours appelée Amélie. Mais je suis sûre qu'il y a une dramaturgie qui a été inaugurée. Parce que, bon, on ne m'a jamais appelée autrement qu'Amélie, mais voilà, il y a eu une double fausse identité. Je me suis appelée pendant 9 mois Jean-Baptiste. Et puis, finalement, ce n'était pas Jean-Baptiste. Et puis, on a mis n'importe quoi sur la carte d'identité. Je crois que j'ai été au courant très tôt de combien c'était important qu'on prépare le bon prénom. Voilà. À côté de ça, je ne pense pas qu'il existe de mauvais prénoms. C'est très fascinant, les prénoms, parce que c'est comme tout, c'est soumis aux modes. Des prénoms qui aujourd'hui nous paraissent abominables étaient des prénoms qui étaient vus comme du dernier bon goût il y a un siècle. C'est très, très intéressant. Et je sais que le moment où je donne une identité à mes personnages est un moment capital. C'est le moment où il s'agit de ne pas se tromper. Par ailleurs, mon cher Pascal, est-ce que vous êtes au courant que je suis en train de vivre une véritable tragédie ? Alors la politesse voudrait que je vous accompagne, comme dans Pétronille. Non, si je bois là, je vais dire n'importe quoi. Je ne suis pas là pour ça, mais... Chère Nicole, oui, chère Amélie. Tout est une question d'entraînement. C'est vrai. Moi, ça fait 30 ans que je m'entraîne, donc là, je suis surentraînée. C'est vachement bien. Parce que je me dis, j'aurais pas pu être la copine de Pétronille. Ça m'a beaucoup amusé, ce personnage qui cherche et qui boit du champagne. Alors, il y a toutes les marques de champagne, Roederer et compagnie, et elle cherche une copine de Beuvry. Je pense c'est très important de trouver dans sa vie quelqu'un avec qui on peut boire. Ce ne sera pas moi, Amélie. Je dis toujours que je suis le portrait craché de mon père, mais c'est vrai, mon père était un très grand buveur de champagne et soutenait très bien l'alcool. Je pense que je lui ressemble. Vous n'êtes jamais pompette Si, tout le temps, mais je le vis très bien. Et ça ne m'empêche pas d'être, comme vous pouvez le constater, du dernier sérieux. Je pense qu'une des grandes différences entre moi et ma mère n'aimait pas le champagne. Imaginez-vous cela. Alors, je crois qu'il y a encore 3 personnes qui veulent vous poser des questions. Est-ce que je me considère comme une résistante ? Alors, par rapport à l'univers 2.0, certainement. Et j'ai pu m'apercevoir, et je pense que toute personne, à plus forte raison, toute personne de ma génération s'en aperçoit, c'est effrayant. On n'a pas le droit, aux yeux de la loi, on n'a pas le droit d'être quelqu'un comme moi. Heureusement que j'ai, je suis désolée de le dire si simplement, mais par exemple, heureusement que j'ai le droit, que j'ai les moyens de payer quelqu'un pour remplir ma déclaration d'impôt, parce que maintenant, sa déclaration d'impôt, on doit la remplir sur Internet. Mais déjà que je ne savais pas la remplir avant. Mais maintenant, vous imaginez, enfin, si je devais la remplir sur Internet, mais j'en serais parfaitement incapable. Heureusement, je paie quelqu'un pour faire tout ça à ma place. Mais en même temps, je trouve que ce n'est pas normal. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas le droit d'être comme moi. Enfin... Par exemple, les SDF, ils n'ont pas d'ordinateur. Comment ils font ? Est-ce que vraiment on vit dans un monde où, quand on n'a pas d'ordinateur et qu'on n'est pas capable de s'en servir... Merci infiniment, chère Sandrine, j'ai toujours su que tu étais une fidèle amie. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas le droit d'être comme moi, c'est-à-dire un néant informatique. J'ai peur d'un monde où il n'y ait pas une possibilité d'être quelqu'un comme moi. À cet égard, certainement, je suis une résistante parce que je crois que ça veut dire beaucoup de choses. On a le droit d'être bête face à la technologie. Ouais, vous n'êtes pas la seule. Sylvain Tesson, par exemple. Sylvain Tesson n'a pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, enfin lui aussi. Ah ben Sylvain Tesson, mais je ne le savais pas. Mais c'est extraordinaire qu'on mérite le nom de résistant pour des choses qui me paraissent aussi simples.
Moi, à la base, quand j'ai pas voulu d'ordinateur, c'était pas du tout par idéologie, c'est parce que je me connais, je suis bête, dès que c'est technique, je n'y arrive pas. Voilà, je me sers pas du lave-vaisselle parce que je sais pas m'en servir, je préfère faire la vaisselle parce que ça, j'y arrive. Enfin, c'est des choses comme ça. Vous voyez bien que c'est pas de l'idéologie. Mais qu'aujourd'hui accède au statut d'idéologie des choses pareilles m'inquiète beaucoup. Vous avez le droit d'être une originale et c'est formidable. Je crois que votre mère disait quelque chose comme ça. Tu as le droit de faire comme tu veux. Je ne sais plus exactement quelle était la phrase. Je l'ai notée, mais je l'ai perdue. Alors, ma mère était tellement hors norme. Elle disait des choses complètement folles. Elle aussi était... elle avait un âge où il était nettement plus légitime d'être étranger à l'ordinateur et à des choses comme ça. Mais elle disait des choses géniales. Elle disait... parce que je vis avec quelqu'un qui est un geek. Donc, ce quelqu'un... voilà. Et elle lui disait des choses adorables du style « Est-ce que tu pourrais voir sur ton Internet si tu as... » Donc, voilà. J'ai beau ne pas connaître Internet, je sais que voilà, ce n'est pas un Internet, c'est un ordinateur. D'accord. Alors, la question de... Ah oui, allez-y. Bonjour Amélie. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer parce que en 2021, j'ai ouvert mon tout premier roman. Ça a été Cosmétique de l'ennemi. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de lire. Donc merci, c'est grâce à vous que je lis à l'heure actuelle. Je suis très, très honorée. Dans Tant mieux, vous évoquez Jacqueline et tout le rapport qu'elle a en société et à elle-même. Quel regard vous portez sur elle? Est-ce que vous vous sentez lié à elle quelque part ou... C'est sa sœur, Jacqueline. C'est une très belle question que vous me posez là parce qu'il est question de ma tante, la sœur aînée de ma mère. Et le lien de sœur est un lien tellement important pour moi. J'ai une sœur que j'aime plus que tout au monde. Et Dieu merci, j'ai toujours d'excellentes relations avec ma sœur. Ma mère avait une sœur qu'elle aimait plus que tout au monde, la fameuse Jacqueline. Et elle appartenait à une autre génération. Et puis, voilà, Jacqueline a fait ce qu'on appelait à l'époque un triste mariage. Et à cause de ça, ma mère et sa sœur n'ont plus aucune relation. Je parle de ça au présent, ma mère est morte, mais Jacqueline est toujours vivante. Je trouve ça terrifiant. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que de perdre sa sœur? Et de perdre sa sœur, même pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'on s'entend plus pour une histoire de mariage, mais au secours, Je me souviens que quand ma mère me parlait, dans ce qu'elle me racontait, il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas du tout, mais ce que je comprenais le moins, c'est quand elle me parlait de sa sœur qu'elle avait passé toute son enfance et toute son adolescence à tant aimer, et puis dont elle se sépare pour une histoire de mariage, mais au secours. Enfin, quand on a une sœur, on ne se sépare pas de sa sœur. On ne peut pas divorcer de sa sœur, c'est pas possible. Même si la sœur fait un mariage sinistre, ne laissez personne ne vous séparer de votre sœur. Je ne connais pas ma tante, je ne l'ai jamais vue pour ce motif. Je trouve ça atterrant. Je veux croire j'espère qu'aujourd'hui des choses pareilles ne sont plus possibles. J'espère qu'on ne peut plus perdre sa sœur pour une histoire de mariage. Ça doit bien arriver, malheureusement. Je crois que c'est une dernière question de Madame. Oui. Bonjour Amélie. Bonjour Flora. Je suis ravie de vous revoir. Moi aussi. Je voulais vous demander pour les prénoms Adrienne, Astrid, etc. Est-ce que vous savez que cette année, c'est l'année du A pour les chats? C'est extraordinaire. Merci Flora, c'est trop fort. C'est trop fort. Et je voulais vous demander, par ailleurs, quel rapport vous avez vous-même avec les chats? Par ailleurs quoi? Quel rapport vous avez vous-même avec les chats? Alors, bon, comme vous l'avez compris, dans ma famille maternelle, le chat, c'est l'animal maudit. Hein, vraiment, ma famille maternelle a assassiné un si grand nombre de chats que chaque fois que je rencontre un chat, je lui présente des excuses au nom de ma famille. Vraiment, j'aime énormément les chats. Je ne peux pas dire que je les connaisse. Dès que je vois un chat, j'ai honte. Mais je trouve que c'est des animaux absolument fascinants, magnifiques. Par ailleurs, vous le savez, Flora, puisque nous nous connaissons bien, je me suis toujours identifiée à un oiseau. Donc, quand je vois un chat, à la fois, j'ai envie de m'excuser, mais j'ai aussi un peu peur, parce que je me demande ce qui va m'arriver. Mais vous m'apprenez que c'est l'année des A pour les chats, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous avez un chat, Flora? Alors
Alors, grâce à votre livre, j'ai perdu mon chat il y a 2 ans, et grâce à votre livre, je viens d'en adopter un nouveau. Dans 2 semaines, je vais le chercher. Vous n'avez pas appelé Pneu? Non, il s'appellera Amadeus. Ah. Oh, c'est trop beau, Et c'est trop beau. Je Bravo voulais vous Flora, demander quel justement- bonheur de vous voir. Moi aussi. Et je voulais vous demander aussi justement si vous aviez eu un chat et que c'est l'année du A, comment l'auriez-vous appelé? Si j'avais eu un chat, alors vous allez voir, oh, mais je vois bien arriver Cécile. Cécile, quel bonheur de vous voir. Alors, vous allez me trouver bien impertinente, mais je connais bien votre vie, Flora. Je l'aurais appelé évidemment Alexandre. Enfin, je crois qu'on termine avec monsieur, Amélie, qui vous pose une dernière question. Bonjour Amélie, je ne sais pas si vous vous souvenez exactement de moi, mais nous étions rencontrés il y a 5 ans à Cannes. Je me souviens très bien, un certain 30 septembre. C'est ça, exactement. Et Quelle mémoire. grâce à vous, aujourd'hui j'écris, j'ai commencé à écrire plusieurs romans, un par an, j'essaie d'en écrire un par an. Et je voulais vous poser une petite question. Il m'arrive parfois d'être hanté par mes personnages, à tel point que je repousse quasiment éternellement la fin d'un roman, ayant très peur de la suite et du vide que ça peut créer. Est-ce que vous avez déjà été hanté par vos personnages au point de repousser la fin d'un roman? Et si oui, comment est-ce que vous avez géré cette situation? C'est une situation que je connais très bien et que je comprends très bien. Évidemment que certains personnages de romans sont tellement forts qu'ils exercent sur nous une emprise dont il est extrêmement difficile de se détacher. Mais je pense avoir trouvé le remède. Le remède est violent, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. La seule solution, si vous êtes écrivain et si vous voulez rester un tout petit peu libre par rapport à vos créatures, c'est qu'à l'instant où vous écrivez le mot « fin » au bas d'un manuscrit, vous commencez tout de suite le nouveau. C'est violent, c'est contre nature. Les femmes qui sont enceintes ne tombent pas enceintes à la seconde où elles accouchent. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour garder certaines créatures à bonne distance. Parce que sinon, oui, bien évidemment, vous pensez bien qu'un personnage tel que celui de Prétexte Attache, que vous allez bientôt, Jean-Luc, interpréter quand vous aurez grossi de 50 kilos au théâtre à Nice, évidemment qu'on reste sous l'emprise de tels personnages. Merci à vous. Oui, vous parliez d'adaptation théâtrale. Il y a eu quelques années une adaptation théâtrale d'un de vos romans. Vous n'étiez pas tout à fait sûr que ça puisse se faire avec Valérie Mérès notamment. Et puis finalement, vous avez été très très intéressé par cette adaptation. Vous aviez peur en fait de cette adaptation. Il faut que vous compreniez, c'est très intimidant pour un auteur de voir son texte incarné. Quand j'écris mes textes, je ne les imagine pas incarnés, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et je ne vais pas dire que je freine des 4 fers. Là, je suis dans la situation, vous voyez, d'une belle-mère. C'est-à-dire que mon fils ou ma fille, parce que mes enfants de papier sont parfois des garçons et parfois des filles, viennent me voir en disant « Maman, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon, une fille, un homme, une femme, voilà, que je vais l'épouser. » Bon, là, moi, je suis la belle-mère. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, soyons une vraie belle-mère, soyons odieuses. Donc, je vois arriver le gendre ou la bru potentielle et je regarde comme ça. Jeune homme, jeune femme, qui êtes-vous? Voilà, je suis odieuse, mais c'est dans l'intérêt de mon enfant. C'est pour bien faire comprendre que je ne vais pas laisser mon fils ou ma fille épouser n'importe qui. Mais alors, si le gendre ou la bru me convainc, alors à ce moment-là, je donne la main de mon enfant et je dis maintenant, je vous fais confiance et je ne veux plus rien savoir. Vous allez vous marier, j'espère que vous allez faire un enfant. Cet enfant, j'espère qu'il sera magnifique, mais ça ne me regarde pas, je ne veux pas savoir comment vous allez faire cet enfant. Et puis, quand la pièce de théâtre ou le film naît, je suis un public innocent, je vais voir mon petit-fils, ma petite-fille. Et je dois dire que dans l'immense majorité des cas, je suis bouleversée, et dans le meilleur sens du terme. Dans l'immense majorité des cas, mes petits-enfants sont magnifiques. Bien sûr, il y a eu quelques exceptions, très rares. Mais
je préfère faire confiance. À partir du moment où le gendre ou la bru potentielle me convainc, je préfère faire confiance. Et l'histoire m'a prouvé que généralement j'avais raison de faire confiance parce qu'il y a des petits-enfants magnifiques, il y a des pièces de théâtre magnifiques qui sont nées de mes livres, il y a des films magnifiques qui sont nés de mes livres. Il faut dire aussi que vous avez un sens du dialogue incroyable, donc vous facilitez quand même la tâche des scénaristes. Moi, c'est ce que je pense. C'est vrai que ma spécificité, c'est l'écriture dialoguée. Oui. Alors, pour avoir écrit un très 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 grand nombre de dialogues dans ma vie, j'ai découvert le nombre d'or, le chiffre d'or de l'écriture dialoguée. Le chiffre d'or de l'écriture dialoguée, c'est 4. Ah bon, pourquoi ? Quand vous écrivez du dialogue, il faut, à chaque fois que vous écrivez une nouvelle réplique, il faut connaître les 4 répliques suivantes. C'est le chiffre parfait. Si votre préméditation est inférieure, vous allez écrire du bavardage. Le bavardage est agaçant. Si votre préméditation est supérieure, vous sortez de la réalité. Personne ne fait des dialogues à ce point prémédités. On n'écrit pas avec, on ne parle pas avec 24 coups d'avance. 4 coups d'avance, c'est le nombre parfait pour le dialogue. Ça donne l'effet du naturel et en même temps, c'est construit. Vous avez mis combien de temps à trouver ce chiffre d'or ? C'est très surprenant de vous entendre dire ça. 35 ans. Il fallait ça. Il fallait ça. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Nicole. Ravie de vous avoir rencontré. Moi aussi.